La pasta basse, c'est la pasta et rien de plus. Et voilà. Qu'est-ce ça? Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue. Et je vois que DJ Manu a encore sévi cette semaine. Émission préparée par DJ Manu. Comment ça va, Manu? Ah ben c'est pas moi qui ai sévi, c'est Zanini. C'était Maître Boali nous a envoyé le truc un peu tard. Il l'a pas bien calé parce que c'était spaghetti à Saint-Germain. Ça vous évoque quoi les spaghettis, Philippe? Les spaghettis, des cheveux. Des cheveux, d'accord. Ouais, non. Et à part ça? Des pâtes. Non, je parlais pas des cheveux de Maître Boali, les spaghettis. Je parlais des spaghettis qu'on mange. Bon, Marcel Zanini, et pour les jeunes générations, Manu, vous nous datez quand même. Hein. Eh oui. Non, mais c'est très sympa, Zanini. On est un petit peu nostalgique. Mais non, on va parler de pasta aujourd'hui, Philippe. L'émission, ça s'appelle La Pasta et Basta. Ah ouais, vous êtes créatif, Manu. Hein. Mais oui, alors si vous voulez traduire, ça tombe bien, on a un Italien pur jus sur le plateau, qui est Denis Imbrosi, qu'on aime beaucoup. Alors ça veut dire quoi, la pasta et basta, Denis? Buongiorno ragazzi, la pasta basse, c'est la pasta et rien de plus. Et voilà. Qu'est-ce ça? Voilà, parce que la pasta, elle n'a pas besoin de 36 000 choses pour être bonne. Exactement, simple, efficace, comme on aime. Exactement. Et puis Julien Durand aussi est avec nous aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Denis Imbrosi et Julien Durand, on va quand même le présenter un petit peu. Denis Imbrosi, ancien candidat à Top Chef, le plus italien des Parisiens. Vous le contraire? En plus, je passe sur Top Chef les 1er avril. Hein. Ah, bien. On va regarder, bien sûr. La grande battle, les grands duels des Italiens. Ah, et ce sera le moment. Tu vas être contre qui alors? Je peux pas le dire encore, mais. Ah oui, on ne sait pas encore. Oui, un Italien. D'accord. Bon. On va être contre. Et François-Régis Gaudry va te mettre la pression. Exactement. Bon, super. On regardera avec grand plaisir. Donc, Denis Imbrosi, ancien candidat Top Chef, des premières années de Top Chef, les plus belles années, avec les copains, Julien, Juan, etc. Yoni Saada, qu'on a reçu également. Voilà, et on les adore tous. Et puis, Julien Durand, chef à domicile. Et puis, quand il n'y a pas de corona, il est aussi chef du musée Jacques Marandré, du restaurant du musée Jacques Marandré. En effet, on est sur les doubles tableaux. Ouais. Oui, c'est ça. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors voilà, on parle de pasta, Philippe, aujourd'hui. Ouais. La pasta sous toutes ses coutures. Ouais, j'ai vu en préparant l'émission que Denis, vous êtes un enfant de la balle. Votre grand-père avait un restaurant, votre père avait un restaurant, et vous-même vous êtes restaurateur. Mais beaucoup de recettes de pâtes que vous faites aujourd'hui vous viennent de votre père, qui les tenait de votre grand-père, et puis il y a aussi des recettes de votre mère. La maman. Ah oui, c'est un méga mix chez moi. Hein. Dans mon ADN, il y a de tout. Il y a de la Calabre, il y a de la Lombardie. Donc la cuisine du sud d'Italie, bien chargée de soleil. La cuisine du nord avec du beurre, de la crème. Donc effectivement, oui, je suis un peu l'enfant du pays, quoi. Ouais, et il y a même des recettes de votre père que vous cuisinez encore et que vous servez encore aujourd'hui dans vos restaurants. C'est vrai, il y a la pasta alla millelucci. C'est une recette qui est magnifique, faite avec sauce tomate, scamorza fumée et une petite cuillère à café d'huile du poulet rôti. Ah, ça c'est bon. Ça donne la touch en plus à la pâte. Le petit jus bien réduit, le petit jus tranché du poulet. Alors, expliquez quand même pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la scamorza. La scamorza, c'est un fromage fumé, c'est ça? C'est ça, c'est une mozzarella fumée. Donc, une mozzarella qui n'est plus aussi liquide. Elle est un peu sèche, exactement, elle est un peu plus sèche. Et elles font très, très, très bien. Elles gratinent encore mieux. Mais est-ce que vous faites ces pâtes-là aussi bien que votre père? Est-ce qu'elles ont exactement le même goût que celles de votre père? Alors, j'essaye de les traduire, les mêmes émotions pour vous les donner à vous aussi. Ouais. Évidemment, c'est ça le but d'être chef aujourd'hui, de partager un peu nos émotions avec vous. Et c'est pas toujours facile, mais de temps en temps, je fais venir mon père, je fais venir mon restaurant pour qu'ils apprennent aussi à mes équipes comment reproduire les pâtes de la Bonne du Forme. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile de reproduire la recette d'un chef qu'on a mangé au restaurant, d'un chef qu'on connaît pas, que de reproduire la recette d'une grand-mère ou d'un grand-père, parce qu'il y a du souvenir, il y a de l'émotion, et retranscrire des souvenirs gustatifs ou des émotions, c'est vrai, même pour un chef professionnel comme vous, c'est pas facile. Hein. C'est toujours délicat. On n'est jamais satisfait en fait. On dit mais celle de maman, il y avait la petite touche de ça, et j'arrive pas à le refaire. Après, il y a le contexte aussi, le contexte du voyage. Quand tu arrives chez toi en Calabre, tu as les odeurs qui arrivent quand tu arrives à la maison. Tu sais, tu as la réglisse, tu as le fenouil sur les routes, tu as le soleil qui tape fort. Donc forcément, tu as tout un contexte derrière. Et quand tu manges un plat de la maman, c'est toujours avec le cœur. Donc forcément, il y a de l'amour. Et c'est difficile à reproduire, mais on y essaye quand même. Alors c'est vrai que pour la cuisine des plats cuisinés, pour les pizzas, c'est souvent des hommes, mais la pasta,
Même il y a même des chefs italiens à Paris. Ils ont leur mamma qui habite pas très loin et c'est la mamma qui fait les pâtes, hein, souvent. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose de c'est des recettes de femmes, les pastas à la base en Italie aussi? La cuisine italienne, c'est une cuisine des mamans, c'est une cuisine des femmes. Encore aujourd'hui, ça l'est, hein, c'est très ancré. La pause déjeuner, c'est obligatoire en Italie. Tu dois rentrer à la maison pour manger ton plat des pâtes qui est couvert à l'envers, tu sais, pour qu'il reste au chaud. Et c'est toutes les mamans, les grand-mères qui transmettent aux enfants et aux chefs des cuisines également les techniques pour réaliser la bonne pâte, pour l'étalage. Aujourd'hui, on a des appareils, des laminoirs, des machines, mais à une époque, mais encore aujourd'hui, ça le fait, ma maman le fait encore aujourd'hui, elle fait ça avec un rouleau à pâtisserie, un pot d'huile des coudes. Et oui, ou alors avec une bouteille de Chianti vide quand on a cassé le rouleau sur la tête de ses enfants. Au cas où. Mais encore aujourd'hui, tous les dimanches, la grand-mère, la tante, la maman se retrouvent pour faire les pâtes pour la semaine. Voilà. Ah oui, on fait ça, c'est du batch cooking, on fait ça pour la mise en place. Ouais. Quand on parle de pâtes, vous en mangez tous les jours? Moi, je suis obligé de manger des pâtes tous les jours, sinon je suis pas bien. Au moins un plat des pâtes, soit midi, soit le soir. D'accord. Voilà, donc ça c'est réconfortant, chaleureux, c'est généreux, c'est rassurant. Donc c'est vraiment les choses qu'il te faut pour affronter une journée. Mmh. Alors vous avez consacré un livre aux pâtes et on voit que finalement les pâtes qui ont l'air si simples, c'est tout un art. Qui c'est qui vous a appris à vous l'art des pâtes, faire des pâtes? C'est une bonne question. Et alors, tout ce qui est produit et façon de faire les pâtes, je dirais plutôt que c'est maman et papa, bien sûr, parce que je les ai vus faire depuis petits. Mais après, je me suis perfectionné chez les grands chefs italiens comme San Domenico à Imola, au Nadia Santini da Pescatore. Et on a créé un bouquin de cuisine il y a un an déjà, La Pasta e la Vita, dont dedans je référence vraiment 4 chapitres importants. Voilà, alors, pour traduire, la pâte, c'est les pâtes, c'est la vie. Les pâtes, c'est la vie, c'est l'essence de la vie. Donc 4 chapitres, gnocchi des pommes de terre, pâtes fraîches. Alors les gnocchis de pommes de terre, c'est des pâtes? Alors moi je les mets dans les pâtes, oui. Ouais. Même les risottos même parfois. Les risottos, oui. C'est pour ça qu'il y a 4 chapitres sur pâtes fraîches, pâtes sèches, risotto et pâtes. Et pour moi ça rentre dans le chapitre, c'est-à-dire que si tu manges un plat de ravioli, derrière tu ne peux pas manger un risotto. Alors justement, pâtes fraîches et pâtes sèches, est-ce qu'on utilise les pâtes sèches pour un type de recette et les pâtes fraîches pour un autre type de recette? Ou est-ce que c'est juste une différence de conservation et de praticité? Alors, il y a une différence des conservations parce qu'effectivement, les pâtes sèches sont déshydratées. Ils ont moins de 13% d'humidité à l'intérieur. Donc, effectivement, pour les consommer au long terme, sur 1 an, 2 ans. Les pâtes fraîches, soit on les consomme tout de suite sur 10-15 jours, soit on les congèle. Mais effectivement, chaque sauce en Italie a une pâte dédiée. Ah, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Il y a alors par exemple, je sais pas moi, parmi les plats emblématiques, la bolognaise, pâte sèche ou pâte fraîche alors? Alors, c'est plutôt pâte sèche. Tout sèche, à fait, oui. D'accord. Parce qu'en fait, il doit absorber les jus de la tomate à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc chaque recette, après, on peut tout faire. Hein. En cuisine, on n'a pas de limite. On se laisse transporter. On a envie de faire des raviolis avec la bolognaise, on le fait. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a des petites codes comme ça, et chaque région, en fait, en Italie, a ses pâtes. Donc. Ouais, alors, je ne sais plus si c'est dans un de vos livres ou dans une émission précédente, mais vous dites d'ailleurs que c'est mieux quand on vous dit de cuire des spaghettis 9 minutes, par exemple, c'est bien de les cuire seulement 7 minutes et de finir de les cuire dans la sauce. C'est justement pour ça, pour que la pâte sèche absorbe bien la sauce. Ah, exactement. Ouais. C'est ça, c'est un peu la façon de risoter une pâte. On la cuit à mi-cuisson dans l'eau et ensuite on les goûte et on la continue à cuire dans la sauce qui doit être un petit peu liquide. Ça, c'est un terme technique, c'est risoter, c'est-à-dire cuire avec dans le liquide, cuisson, Comme ça, on aura beaucoup plus dans la sauce, D'ailleurs, vous dites pas cuire, vous dites réhydrater. Réhydrater, c'est ça aussi, exactement. C'est réhydrater, c'est donner du goût avec la sauce. Donc forcément, il faut que les sauces soient un peu plus liquides que crémeuses. Et donc, moi, j'ai amené 2 livres, Manu, qu'on va faire gagner à l'émission quand même. Hein. Ah, ça c'est magnifique. Voilà. Alors on va en faire gagner un pendant l'émission, donc écoutez bien l'émission parce qu'on va vous poser une question sur tout ce qui s'est dit dans l'émission et on vous fera appeler pour en gagner un en direct. Et là, Denis vous le dédicacera même, puisqu'on reconnaîtra le gagnant. Et puis il y en a un deuxième que vous pourrez gagner sur Instagram à la fin de l'émission. Donc écoutez bien l'émission et on vous fera appeler au 01 53 48 3000 pour participer. Puis si vous avez des questions d'ailleurs à poser à nos 2 invités, Denis Imbrosi et Julien Durand, vous appelez 01 53 48 3000. Voilà, écoutez bien l'émission donc. Alors, est-ce que en fonction des formes des pâtes, il y a une recette de pâtes différente ou c'est toute la même pâte?
Alors, normalement, chaque pâte et chaque même ravioli a son idéologie parce que, après, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas limité à ça, mais effectivement, par exemple, un ravioli qui est triangulaire, en Italie, pour nous, dedans, il y a de la viande de gibier. Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment des codes qu'on a Hyper donnés, codifiés, ouais. hyper codifiés. Après, rien n'empêche aujourd'hui que les codes sont un peu cassés et on fait ce qu'on veut, mais effectivement, chaque sauce, chaque pâte doit aller dans la propre région. La pâte de la Lombardie par excellence, voilà, on peut faire un ravioli ricotta épinard, donc des pâtes fraîches, et ça va avec du beurre noisette et de la sauge. Donc, on peut pas faire ça avec des spaghettis, par exemple. Alors, beurre noisette et sauge, d'ailleurs, ça va bien ensemble. C'est comme pour les saltimbocques. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais on parlera pas des saltimbocques une autre fois, parce que là, on est 100% pasta et basta. Et voilà. Et donc, petite question, parce que justement, il y a aussi, alors, sur le même type de pâte, on peut les avoir rigate ou pas rigate, donc c'est-à-dire rayées. Oui. Les rayures servent à quoi? Alors, on a plus de 600 types de pâtes différents en Italie. Plus de 600, je dis. Hein. Et la rayure, ça permet en fait d'intégrer la sauce, d'avoir la sauce qui va s'immagasiner à l'intérieur. Ça va s'accrocher, ça va plus partir. Et pour le trou du milieu aussi. Ah, c'est magnifique. Un penne rigate, ça boit la sauce dehors, dedans, quoi. C'est ça. Moi, j'adore par exemple les bucatini. Ce sont les pâtes un peu plus longues. C'est un gros spaghetti avec un trou au milieu. Ouais. Et c'est là où c'est magnifique. Quand j'étais petit, j'adorais de les manger, encore aujourd'hui. Hein, avec du pecorino dessus. C'est le fromage un peu plus fort, un peu plus puissant. Et par rapport à tout ça, Manu, je me suis dit l'année dernière, pendant le premier confinement, pourquoi pas réaliser des pâtes fraîches, parce que des pâtes sèches, on en a partout, mais des pâtes fraîches, pas beaucoup, et des bonnes, pas beaucoup. Lancer une marque des pâtes fraîches que j'ai appelée Pasta Così, voilà, et dont je référence 5 types de pâtes fraîches différentes. Ouais. Donc, ravioli à la truffe, margarita al gorgonzola, ravioli épinard, les raviolis del Plin, c'est un ravioli du Piémont. Mais est-ce que vous ne savez pas, Denis, c'est que Philippe et moi, on a travaillé avant l'émission, on les a goûtés, vos pâtes. Mais non, j'y crois pas. Eh oui. Alors, vous êtes au taquet, dis donc. Tu parles d'un métier. Eh oui. Ah, d'accord. On a vraiment un métier de merde, on est obligé de manger les pâtes de Denis Imbrosi quand même. Je ne savais pas, vous êtes bien efficace. Eh oui, c'était la surprise. On a goûté tout ça et on va en parler justement parce qu'on a goûté, on a pu apprécier vos toutes nouvelles pâtes distribuées par Mama Fiore. C'est ça. Et puis aussi, c'est la nouveauté, parce que on avait déjà goûté vos pizzas qui étaient chez Mama Fiore. Tout à fait. Et là, maintenant, ce sera aussi chez Intermarché, Leclerc. C'est ça. Donc, on pourra également trouver ça dans les supermarchés. On va vous donner toutes les infos dans un instant. Magnifique. Alors, pourquoi les coquillettes de notre enfance, par exemple, elles sont pas dans votre livre? Est-ce que ça veut dire que les coquillettes, c'est une spécialité française? C'est ça. Ah oui. C'est typiquement français, coquillettes, jambon beurre, coquillettes, même parfois il y en a qui mettent de la truffe, c'est très bien. Et oui, ça c'est la mode dans les restaurants. C'est la mode dans les restaurants aujourd'hui. Mais en Italie, non. En Italie, on ne les a pas. On a des pâtes qui ressemblent, un peu comme les creusets aussi. C'est en Haute-Savoie, on a les creusets. En Italie, on a aussi des pâtes du côté du Piémont qui ressemblent. Mais parfois, même en Italie, on a par exemple un rigatoni. On change de région, ça va s'appeler tortiglioni, mais ça va être la même pâte. Ouais, d'accord. Donc, parfois, c'est juste les noms qui changent par rapport au dialecte, par rapport à la langue, par rapport à l'endroit où on est. Ouais, parce qu'il y a les pipe rigate aussi qui s'appellent différemment selon les régions. Tout à fait. Les capelletti, ça s'appelle différemment ailleurs. Capellacci, ravioli. On a vraiment des codes. Et parfois, c'est juste les dialectes qui a transformé en fait les noms d'une pâte. Et il y a une pâte aussi, il y a une variété de pâtes, c'est les linguine. Pourquoi est-ce que les linguine, sur les cartes des restaurants italiens ou dans les livres de cuisine italienne, c'est celle qu'on accommode le plus avec les fruits de mer? Voilà, tu vois. Alors pourquoi? Tu peux pas faire des linguine aujourd'hui avec la bolognaise. Tu peux pas. Oui, c'est sacrilège. C'est interdit. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? Comme quoi? Alors ils disent que ce sont les premières pâtes qui étaient plutôt aplaties, c'est des spaghettis aplatis, et c'est les premières pâtes qui ont été faites au bord de la mer, qui ont été séchées sous les filets des langes au-dessus de la mer. Donc c'est des pâtes qui sont plus iodées et donc qui se prêtent plus pour les coquillages, crustacés et aussi poissons. Vous qui êtes calabrais, on fait pas sécher que les pâtes sur les plages, on fait sécher des aubergines aussi avec les algues et les galets, vous connaissez ça? Aubergines, les piments, les olives, les zucchini. Parce que les spaghettis calabraises avec les aubergines séchées comme ça au soleil sur la plage et avec les miettes de pain grillées dessus, ça c'est à mourir. On en parlera tout à l'heure. Là tu me fais voyager, là tu m'amènes chez moi. Ah oui, ça la cuisine calabraise, j'adore ça. C'est quoi votre marque de pâtes préférée que d'ailleurs vous indiquez dans votre livre? Alors il y en a plusieurs. Celle que je consomme à la maison, c'est Garofalo, et aussi au restaurant. Je trouve que ce sont les pâtes qui respectent les plus
la cuisson al dente, la couleur, les échanges des pâtes et tout ça. Mais c'est pas les seuls, il y en a d'autres aussi derrière. Je sais pas si je peux toutes les dire, mais. Non, mais celles que vous préférez vraiment en fait. Ouais. Benedetto Cavalieri aussi, j'aime bien. C'est plutôt dans les pouilles. Et après, je dirais aussi Martelli. Voilà, c'est les Garofalo par excellence. Ouais. Manu. Oui, Philippe. Sinon, j'enchaîne sur la bolognaise, si vous voulez. Ah, mais oui, non, mais c'est ça. Moi, je pensais que vous alliez partir sur la bolognaise. Comme j'ai pas de rétroviseur, je vous vois pas. Je suis caché derrière vous aujourd'hui, Philippe. C'est quoi le secret de la bolognaise de votre mère pour bien réussir ce qu'on appelle une sauce bolognaise? Déjà, il faut la faire la veille pour le lendemain. C'est comme les ragoûts, quoi. C'est comme les ragoûts. Et c'est un ragoût, en fait. Oui, alors justement, il y a la sauce al ragoût qui est. Est-ce que on dit en France bolognaise, ce qui s'appelle en Italie la sauce al ragoût, ou alors c'est deux choses différentes? Non, pour moi, ça se rapproche énormément, en fait. Après, ça dépend où les faites, par qui les faites. Il y a toujours les puristes qui diront c'est une bolognaise parce que je l'ai fait à Bologne, je suis bolognais, voilà. Donc forcément. Ah. Mais non, c'est les riz carottes oignons. On démarre vraiment, on fait bien suer ces riz carottes oignons. Et moi, j'ai fait griller mon bœuf à part pour bien les colorer avant. Parce que si je le mets tout de suite dedans avec les légumes, il va un peu bouillir. Donc, on va pas avoir de coloration. Et une fois que je l'ai bien grillé à côté, je récupère aussi la matière grasse, bien sûr. Et je rajoute dedans, je mets un bouquet garni. Oui, le gras, c'est le goût. Les gras, c'est le goût. Il faut toujours garder la matière grasse, c'est ça qui est extraordinaire. Et après, j'utilise des tomates pelati quand on est en saison des tomates, bien sûr. Genre en hiver, un bon pelati en boîte, c'est magnifique. Autrement, quand on est en saison genre août-septembre, des belles tomates corps de bœuf bien juteuses. Et je laisse cuire pendant au moins 3-4 heures à feu doux, vraiment. Et ensuite, voilà, le lendemain, on ressort du frigo, on le laisse encore réchauffer et cuire. Et la viande, en fait, on aura bien reposé, bien pris les goûts aussi des tout. La smose s'est faite, en fait. Et c'est là qu'on peut déguster notre bolognaise. Alors, c'est vrai, quand on mange une vraie bolognaise en Italie, et encore plus quand la sauce est dite al ragoût, c'est vrai que la viande, elle est plus effilochée. C'est ça. Que hachée. Exactement. Hein? Alors, parfois, il y a même, par exemple, nous, on appelle ça la genovese. Et c'est pas le pesto. C'est pas le pesto, oui. Non. C'est vraiment de la viande de bœuf qui a été confite, presque braisée. Et ensuite, elle est effilochée, comme tu dis, ou coupée en petits morceaux. Et c'est avec ça qu'on va faire ensuite notre ragoût, mais sans sauce tomate. C'est vraiment un ragoût de viande tout court. Ah d'accord, là c'est le ragoût. Alors, ragoût. Ok. Alors, vous parliez des tomates, Denis, c'est très intéressant parce que en fait, pour faire une bonne sauce tomate pour accompagner les pâtes, il vaut mieux quand on est hors saison, c'est-à-dire en dehors de, allez, on va dire juillet, août, septembre, hors saison, il vaut mieux prendre des conserves de tomates qui ont été cueillies en été puis mises en conserve, plutôt que de prendre des tomates fraîches qui sont pas de saison. Mais t'as tout résumé. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui encore aujourd'hui fait la conserva di pomodori. Et en fait, ça consiste au mois de septembre. Normalement, c'est à partir du 20 septembre. On prend toutes les belles tomates, que ce soit la terrine, les petites tomates, soit les corps de bœuf. Et on fait cuire ça dans des grosses casseroles avec du feu à bois en dessus. Ouais. Et on fait ça dans la cour de la maison. Il y a plusieurs familles qui se réunissent, ils font ça pendant une journée ou deux. Et on met ça dans les bouteilles des bières vides, on a les bouteilles de lait beaucoup, tu sais, on recycle tout en Italie. Et ça nous fait l'année. Et mon père m'en fait 2 tonnes par an pour mes restaurants, donc c'est extraordinaire. Et autrement, on achète des pelati en boîte qui ont été faites et cueillies pendant la saison, donc août-septembre. Il faut savoir qu'à tomate, c'est pas au mois de mai. Hein. Oui, bah voilà, oui. Parce que c'est pas parce qu'il y a le soleil au printemps, avril-mai, qu'on a déjà les caprese avec la mozzarella et la tomate. Le pomodoro, ça se mange. C'est sacrilège. Agosto, luglio, agosto, septembre. Alors, voilà. Pomodoro, pour tout le monde, c'est tomate. C'est la tomate. Voilà. C'est la tomate. Alors, pomodoro, c'est la tomate. Une autre question, justement, parmi les marques qu'on trouve en France, moi, je sais que j'achète les tomates, les conserves de tomates Mouti quand c'est pas la saison, parce que je trouve que la tomate est pas acide. Mais est-ce qu'il y a d'autres marques qui sont recommandables? Alors, pour moi, personnellement, je recommande Mouti. Pareil. Ah bon, bah, ça va. Et depuis que je suis gamin, je mange Mouti et c'est pas pour faire de la pub, je travaille pas pour eux. Donc il y a Simone Zanoni qui est leur ambassadeur. Mais donc grand chef Simone. Voilà, grand chef, il faut le dire. Et donc je suis pas parti pris, mais effectivement moi je consomme Mouti, ma mère consomme Mouti depuis que je suis venu au monde. Voilà.
Très bien. Oui, Philippe, vous alliez dire quelque chose. Non, moi je vous écoute. Ah bon, d'accord. Alors oui, donc quand on parle de concentré, quand on traduit de l'italien au français, quand on parle de concentré de tomates en Italie, ça n'a rien à voir avec le concentré dégueulasse qu'on achète nous, tout acide là en conserve. On dirait du dentifrice en France. Je sais pas C'est pourquoi. ça, oui. On met ça dans des tubes à dentifrice. Le concentré de tomate en Italie, c'est de la tomate concentrée, C'est ça. mais c'est pas acide. Quel est le secret? Parce qu'on peut le faire maison, son concentré de tomate. Alors, c'est toujours pareil, une concentration, en fait, une réduction des pulpes des tomates. Et normalement, quand on que la réduit- pulpe, ni la peau, ni les pépins. Exactement. Ouais. Si on met la pulpe et les pépins, si on met la peau et les pépins, C'est acide. C'est acide. Voilà, c'est juste ça, en fait. Donc le concentré de tomate, il s'embête pas à enlever la peau, les pépins, c'est tout mixé après, et c'est pour ça que c'est acide, non? Il y a qui récupère tout et ne jette rien, donc forcément, on aura une concentrée de tomate qui est plus acide. Et après, qui fait les choses dans la règle de l'art, comme Mouti par exemple, et qui a une concentrée de tomate qui est extraordinaire. Ah, c'est bon à savoir. Et il y a aussi un vinaigre de tomate fait à partir de la peau des tomates qui est très 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 bon. Alors, un avis, Julien, sur le concentré de tomate, parce que on arrive au mois de Ramadan, et vous savez que le concentré de tomate, on en utilise beaucoup pendant le mois de Ramadan, surtout pour faire de la shorba. C'est quoi votre avis, Julien, sur la concentré de tomate? Inviter mes spectateurs. Franchement, Vous n'avez pas d'avis? j'espère que les téléspectateurs sont conscients de toute la richesse qu'ils nous apportent là, parce que honnêtement. J'explique à Denis parce que bon, comme Julien est fan de Denis Imbrosi, en fait, on l'a invité en tant que chef, mais bon, là, c'est vrai qu'il est un peu. Vraiment, ça. Il faut dire que nous, on est fans de Denis et de Julien aussi, qui est notre chef à oui. domicile. Alors donc. Attends, Julien nous a amené quand même quelques petits trucs, on va en parler après, mais j'ai trop hâte d'y être déjà. Tu vois. Ah ouais, Denis va goûter de la charcuterie halal qui vient des Vosges. Exactement. Ouais. Et c'est Julien qui nous a amené ça. Ah oui. Ouais, la ferme des Vosges, qu'on salue tous d'ailleurs, ils font un travail exceptionnel. Mais au-delà de ça, moi, le concentré, Philippe, on l'utilise pour le diluer. Nous, on l'accommode avec cette harissa et on le dilue avec et on s'en sert pour justement lui apporter un peu plus de touche sucrée qu'il en est. Et c'est vrai qu'il est acide. Moi, je suis pas au niveau du chef que vous avez aujourd'hui, je vous le redis. C'est un très grand monsieur. Nous, dans mon humble demeure de chez moi de vide placard, on utilise très 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 souvent ce concentré acide justement. Oui. Oui, parce que c'est celui que tout le monde a à la maison aussi, il faut dire. Tout le monde a, c'est celui qui est pratique. C'est vrai qu'on l'a sous toutes les formes, en dentifrice, en conserve, mais les petites conserves là. Les petites conserves pour faire des sautés de veau maringots, pour faire des bœufs un peu tomato, ça peut servir quand même. Alors justement, Julien, vous qui êtes un spécialiste de la cuisine, vide placard, fond de frigo, quand vous rentrez, que vous n'avez pas eu le temps de faire de courses et que vous devez faire à manger aux enfants, vous leur faites quoi avec des pâtes? Alors pour commencer, je vais m'écarter de 2-3 mètres de Denis. Non, revers. C'est ça qui est magnifique, il faut tout partager. Costaud, donc je m'en méfie un peu. Mais oui, dans mon vide placard à moi. Mais venez, Julien, venez. Par rapport à tout ce qui a été dit là, j'ai un peu honte, mais voilà, dans mon vide placard à moi, on a des pâtes pour les enfants qui se nomment ici des coquillettes. Et c'est vrai que depuis un petit moment, on en voit un peu partout, sous toutes ses formes. Et là, on est dans une période où le risotto va arriver à grands pas. Et c'est vrai que cette pâte-là s'approprie pas mal en cuisson risotto. Donc on fait des bouillons de volaille et qu'on vient nacrer notre coquillette à la place du riz en fait. Et le même principe que pour faire un risotto. Sur la cuisson donc. Sur la cuisson. Et c'est un régal, c'est un liant. Alors après, on peut l'additionner de différentes manières que l'on veut, de la crème, pas de la crème ou pas, mais oui, ou pas, jamais mais... dans la carbonara à la crème, on rappelle quand même au passage. Jamais. Le jaune d'œuf. On a dit qu'on n'en parlait pas, Manu, aujourd'hui. C'est vrai. Mais voilà, ça c'est la pâte rapide qu'on sort et qui est cuite en l'espace de 8 minutes. Mais par rapport à tout ce qui a été dit, je pense qu'elle a rien. Non mais attendez, et Julien, ça vient d'où cette mode du risotto de coquillettes? Il y a 10 ans, ça n'existait pas, on ne voyait pas. Ouais, risotto coquillette, truffé comme on l'a dit au préalable, risotto au jambon, risotto avec la tuile de pain dentelle, un peu, c'est la cuisine simple et facile. Ouais, ou les coquillettes bof, on voit ça dans les restaurants un peu bobos, ou les trucs à la Coste, les coquillettes bof, BOF, ça veut dire beurre œuf fromage, les coquillettes bof. Moi je l'ai lancé parce que je suis en ce moment à emporter, et c'est vrai qu'on a sorti ce plat à 10 €, cette coquillette un peu truffée à l'envoi, un peu bistronomique, parmesanté, et cette charcuterie des Vosges. Et c'était un régal, un vrai succès. Les gens n'ont pas eu l'habitude de manger cette pâte un peu liée, un peu crémeuse, un peu gourmande, quoi. Ouais, risotté, comme le disait Denis tout à l'heure, risotté. Vous voyez, vous avez donné votre recette de coquillette, il vous a pas mordu, Denis. Ah non, c'est exactement ça. Et en plus, j'ai envie de la goûter. Ah bah voilà, il vous donnera la recette hors antenne. On pourra peut-être même la mettre sur le site internet. Mais vous voyez, du coup, Julien,
Comme ça, vous aurez appris qu'avec un Italien, on peut parler de tout, sauf de football. On a pris cher cette semaine après ça. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça, on t'a pas parlé de football, Denis. On peut parler de rugby si vous voulez, c'est le jour. Hein. Ah, ben les Italiens sont pas mauvais au rugby. Hein. Ah ouais. Attends, les Français sont loin devant. C'est les champions, les Français, en rugby. Attends, ouais, il dit ça parce que c'est pas du football. Si on parlait de football, il dirait pas ça. Ah, pas du tout. C'est nous les champions. C'est nous qu'on a créé le football, en fait. D'accord. C'est les Italiens. Le calcio. Voilà. Il calcio. Alors, Denis, dans votre livre, j'ai l'impression que ce sont les gnocchis qui vous ont le plus inspiré. Tu trouves? Ah ouais. Carrément. Ah, largement. Ah non, attends. Ah si, vous avez... à mon avis, tu t'es arrêté plus sur ces chapitres-là. Non, en fait. non, regardez le pourcentage de recettes de gnocchis que vous donnez. C'est les mêmes. On a fait les mêmes pourcentages pour C'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gnocchis. Alors, il faut savoir que j'ai fait des gnocchis des pommes de terre, des gnocchis des betteraves, des gnocchis avec de la farine betteraves de maïs. Rouge et jaune. Ouais. Donc, il n'y a pas que de la pomme de terre pour faire des gnocchis. On peut faire aussi avec d'autres légumes et d'autres types de farines. Avec le pois chiche, par exemple. Avec les pois chiches aussi également. Et même surtout pour toutes les personnes qui ont des intolérances au gluten et tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire un livre sur les pâtes. Mais la pâte, normalement, a dedans les gluten. Donc, en ajoutant aussi les gnocchis et les riz, on a résolu le problème. On peut manger des pâtes aussi, d'autres formes. Par exemple, vous avez des gnocchis à l'arrabbiata. Ça a l'air d'être une tuerie, vous voyez. Moi, j'adore tout ce qui est piment. On parlait d'harissa là tout à l'heure, ça me fait rêver. Moi, l'harissa, j'en mets aussi dans mes pâtes. Donc, tu vois, c'est devenu presque un condiment pour moi. Il y a une recette d'ailleurs qui est à la base tunisienne et que les Italiens ont ramené de Tunisie et qu'on mange maintenant dans le sud de l'Italie, c'est les pâtes avec le thon, la tomate et la harissa. Ah, c'est ça. C'est typiquement... Et l'oignon rouge. Et l'oignon rouge, oui. Ouais. C'est typiquement, c'est excellent. Et ça, c'est super bon. Et c'est mon associé Michael Memi qui m'a fait découvrir ça. Ouais. Donc, génial. Pourquoi il a des origines un peu tunisiennes? Il est tunisien, ouais. Donc c'est lui qui m'amène tous les produits, tous les parfums de la Tunisie. Et c'est pour ça que chez Malraux, on nous propose une cuisine de la Méditerranée parce que Michael m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et lui aussi, pareil, il adore ça. Donc forcément, on met en avant certains produits de chez lui, quoi. Oui, alors Malraux, on parle pas du grand homme, hein. On parle de l'un de vos 3 restaurants, donc qui est le moins italien des 3, que lui qui est un peu plus pana-méditerranéen, on va dire. Tout à fait. Parce que vous avez... Ida, c'est votre version un peu créative et personnelle de la cuisine italienne gastronomique. Epoca, c'est la cuisine de la mamma. C'est ça. C'est mon préféré de vos restaurants, Epoca, j'adore. Pour manger les carciofi. Et puis surtout, ah oui, alors ça, on va en parler, les pâtes cacio et pepe, on va en parler juste après. Ça, c'est un art aussi. Ouais, ça, c'est un standard. Mais avant, je voudrais juste revenir sur les gnocchis. C'est parce que, en fait, les gens confondent souvent divers types de gnocchis, parce qu'il y a les gnocchis classiques, il y a les gnocchis parisiennes, les gnocchis à la romaine. Donc, il y en a avec pommes de terre, d'autres sans pommes de terre. Quelles sont les différences? Alors, le gnocchi classique, c'est pomme de terre, donc une pomme de terre vieille comme une pomme de terre agria, qu'on fait cuire soit à l'eau, j'éviterai, plutôt à l'aluminium ou au sel, pour garder vraiment, pour pas mouiller la pomme de terre. Tout le goût, oui. Voilà, pour être tout le goût. Donc, au four. Et autrement, on peut faire une pâte à choux. Donc, quand on fait une pâte à choux et on cuit la pâte à choux, au lieu de faire des choux, des éclairs, on met de l'eau à bouillir. Avec un couteau, on coupe avec la poche, on coupe des petits gnocchis. Et ça, c'est les gnocchis à la parisienne. Et autrement, on les fait rouler après avec le bout des doigts. Alors ça, c'est les pommes de terre, gnocchi la pomme de terre. Ça, c'est gnocchi pomme de terre, c'est ça, ou avec le dos de la cuillère, de la fourchette. Autrement, il y a même des petites planches en bois sur lesquelles tu peux passer des gnocchis. D'accord. Et c'est encore plus rapide. Hein. Donc c'est quand on a la petite planche en bois qu'on peut utiliser la fourchette. Donc les gnocchis parisiennes, c'est la pâte à choux, et les gnocchis à la romaine, c'est plutôt avec la sémule de maïs. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous comprenez effectivement qu'aujourd'hui, on parle des pastas avec nos invités Denis Imbrosi et Julien Durand, donc deux chefs, l'un à domicile, l'autre aussi à domicile, parce que vous faites beaucoup de click and collect et de livraison en ce moment, Denis, avec le Covid. Bah écoute, on s'est bien recyclé sur les applications Uber Eats et Deliveroo, et aussi les click and collect, donc depuis les mois de mars dernier. Et ça a pris petit à petit, donc ça nous a un peu sauvé l'année. Et en même temps, ça nous a permis aussi, surtout, de garder le client, les contacts avec les clients. Donc, et moi, j'avais beaucoup d'appels pour des click and collect, pour des préparations, surtout pour le dimanche. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est vraiment pour rendre service aux clients qu'on a commencé vraiment à structurer là-dessus. Et ça a marché. Je pense qu'il faut quand même garder ses contacts et ne pas les perdre.
Ok. Alors Philippe, vous trouviez que j'avais posé une question un peu difficile pour gagner le livre de Denis. Alors, parce que vous êtes cruel. Alors allez-y. Posez une question. Reposez votre question, Manu. Vous allez voir. Donnez un indice. Bah non, mais vous dites qu'on n'a pas eu d'appel à cause de la difficulté de la question. Alors si vous avez une question plus simple, moi je suis tout à fait d'accord. Moi ce que je veux, c'est qu'on gagne le livre. Bien. Non. Reposez votre question, Manu. Allez-y. Bon alors, donc nous avons parlé de plusieurs variétés de pâtes tout à l'heure, dont une notamment qu'on accommode généralement avec les fruits de mer. Hein. Par exemple avec les vongole, qui sont des coques. Hein, voilà. Donc quelles sont les pâtes, hein, on peut dire ça ressemble. Vous avez dit que c'était des spaghettis un peu aplatis, hein, Denis. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc 01 53 48 3000. Je répète 01 53 48 3000 pour nous donner la réponse. Quelle est cette variété de pâtes qui ressemble à des spaghettis un peu plats? Ça va, c'est assez facile, Philippe. C'est mieux, c'est bien. Qu'on accommode généralement avec les fruits de mer. 01 53 48 3000. Alors la semaine dernière, on parlait de Japon et on a mis à gagner un livre qui concerne le poisson de notre invité Manu. Absolument. Le livre Poisson de notre ami Chihiro Masui, grande spécialiste de la cuisine japonaise. Et donc on va tirer au sort pour gagner ce livre. Vous avez été nombreux à jouer sur Instagram. Donc on va lancer la roue. Maître Bouali qui est avec nous ou pas. Oui, il est là, Maître Bouali. Alors, Maître Bouali va lancer la roue et on va vous dire qui a gagné ce livre de Chihiro Masui. C'est un peu laborieux aujourd'hui les jeux concours. Alors, le gagnant, c'est une... Je ne sais pas si c'est un gagnant ou une gagnante, mais en tous les cas, ça sonne un peu japonais. Orokase 1966. Ça doit être la date de naissance. Peut-être. Alors, Orokase, voilà, qui gagne le livre de Chihiro Masui qui s'appelle Poisson, un art du Japon. Nouvelle édition aux éditions Glénat. Donc, bravo à vous, Orokase. Je ne sais pas si je le prononce bien, si c'est un prénom. Et donc, voilà. Et puis, 01 53 48 3000, vous nous avez appelé pour nous donner cette variété de pâtes qu'on accommode généralement avec les fruits de mer. Alors, on va commencer par Nordine, Mantes-la-Jolie. Bonjour Nordine. Allô. Bonjour Nordine. Oui, bonjour. Vous appelez pour le jeu? Oui, j'appelle pour le jeu. Ça tombe bien. Alors? Moi, je dirais les linguini. Ah, bah c'est ça. Nordine, c'est gagné. Oui. Donc désolé pour Sandra et pour l'auditeur ou l'auditrice de Troyes aussi qui avait également appelé, mais bon, Nordine avait la bonne réponse. Donc restez en ligne, Nordine. Maître Bouali va noter toutes vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le livre et puis on va vous le faire dédicacer par Denis, hein. Avec grand plaisir. Parce que là il prend de la valeur, hein. C'est 2 € de plus le livre, hein, avec la signature de Denis. T'exagères. Nordine, comment vous les faites les pâtes, vous? Moi, je l'ai fait al dente. Al dente. Ah, pas magnifique. Toi et moi, on va d'accord, hein, déjà. On ne se connaît pas, mais tu vois, on mange bien les mêmes choses. Et vous avez une sauce que vous préférez? Bolognaise. Tu vois. La bolognaise. Mais vous pas avec les linguini à Nordine. Attention. Non. Qu'en fruits de mer. Qu'en fruits de mer, voilà. Bravo. Nordine, vous restez en ligne, on récupère vos coordonnées et vous recevrez très bientôt ce livre dédicacé par Denis. Ça marche, merci. Ouais, merci Nordine, restez en ligne, hein. Alors, donc on parlait effectivement on a beaucoup parlé des pâtes, on a évoqué quelques sauces. Quelles sont parce qu'il y a j'imagine, plus de 600 variétés de pâtes, mais il doit y avoir des milliers de sauces, Denis. Est-ce qu'il y a des sauces qui sont, je sais pas, j'imagine peut-être la sauce napolitaine parce que c'est une sauce simple, etc. Est-ce qu'il y a des sauces qui sont communes à toute l'Italie, qu'on mange partout, ou chaque région a vraiment des sauces différentes? Bah, écoute, c'est un peu comme la musique, hein. Tu sais, si on fait une sauce tomate et qu'aujourd'hui, dans la sauce tomate, on met une pointe d'échalote au lieu de l'ail, on change juste une virgule. On a créé une nouvelle sauce. Voilà, exactement. C'est un peu comme la musique. On change une note et on a une autre chanson.
Et c'est pareil pour nous, c'est ça qui est beau, la variété. Mais effectivement, ensuite, c'est un peu codé. Et on a beaucoup même codé dans les bouquins, dans les livres, certaines recettes. Mais même la tomate, elle peut changer. Si on fait une sauce tomate et qu'on prend une tomate fraîche ou une tomate en boîte, et la sauce, elle change aussi. Donc, c'est pas pareil. Ouais. Alors, les tomates fraîches uniquement en saison, vous l'avez dit, vous avez parlé de cuisiner avec les cœurs de bœuf. Mais quelles sont les différentes variétés de tomates parce qu'il y a des tomates qui sont faites pour la salade caprese, d'autres qui sont faites pour les sauces. Quelles sont les variétés de tomates que vous recommandez quand c'est la saison? Alors, il y en a, je pense qu'il y a plus de 300 variétés de tomates différentes. Ouais, bon. Peut-être encore en plus. Mais vos préférés à vous, alors, à part la carte de bœuf. La noire des Crimée, j'adore. La rose des Bernes, la tomate ananas. La tomate d'Aterini qui vient de chez nous aussi. Ça d'Aterini, c'est vraiment très répandu. C'est des bonbons. Tu peux manger ça après-midi en un cas comme ça. Et la côte des bœuf, c'est celle que je préfère avec la mozzarella l'été. C'est chargé de soleil, c'est chargé de goût. Et autrement, même la green zebra, la verte, en salade comme ça avec de l'oignon, du thon. J'adore. Donc on fait une sauce tomate verte, ça peut être original. Oui, j'ai fait des marmelades. Avec la green zebra, des tomates. C'est très très original et très bon. Alors on parle de sauce verte, Philippe, nous on préparait l'émission, on a pas mal parlé du pesto, parce qu'il y a beaucoup de types de pesto différents. Il y a le pesto à la genovese, il y a le pesto rouge, voilà. Pesto à la livornaise également, les pesto livornaises qu'on connaît pas tous, c'est aussi 50% des pesto genovese et 50% des pesto rouges. Ah oui, en plus il y a des mariages. Il y a des mariages, c'est ça. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire déjà, pour que les auditeurs comprennent, qu'est-ce que ça veut dire pesto déjà? Alors pesto, c'est pestare, donc c'est écraser, c'est un peu comme si on marchait sous le raisin, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Donc on a un mortier, on dit comme ça en français. Mortier, ouais. Merci Manu de m'aider. Avec mon accent parfois c'est pas... Meurtrier, c'est autre chose, c'est dans les tribunaux. Okay, d'accord. Dans les tribunaux, pardon. À noter que quand vous êtes arrivé en France et que vous êtes allé en cuisine, vous parliez pas du tout français. Zéro français, je l'ai appris en France. Je suis arrivé en France en 2009. Ouais. Et j'ai appris au fur et à mesure. Après en cuisine, vous avez fait un petit carnet, vous notiez les... C'est ça. J'avais un petit carnet où j'ai noté des trucs. Parfois, les chefs me demandaient une aubergine. Donc, aubergine en italien, ça se dit melanzana. Melanzana, ça n'a rien à voir. Aucune association. Et donc, il revenait avec une carotte. Non, moi, je l'ai dans la chambre froide. Je prenais une plaque gastronome, tu sais, une grande plaque, et je mettais tout dessus. Carottes, aubergines, tomates, machin. J'avais chef, je l'ai amené en fait à la chambre froide à lui parce que je comprenais pas. Mais au fur et à mesure, après, j'ai appris. Ouais. Et vous avez bossé avec quelques bons chefs, William Ledeuil, Alain Ducasse, Marocco Lagreco. Chez Marocco Lagreco, je parlais pas encore français, c'était un peu compliqué. Mais non, c'était intéressant. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est regarder des séries télé. Et j'ai regardé ça en français. La première que je regardais, c'était Heroes. C'était en 2009. Et je ne comprenais pas pourquoi le papa disait à sa fille « je t'aime ». Je dis « mais c'est pas bien ça, dire « je t'aime » à sa fille. Parce qu'en italien, on dit « ti amo », mais on le dit que pour sa femme ou pour son homme, tu vois. À ta fille ou à ton cousin ou à ton frère, tu dis « ti voglio bene », mais jamais « je t'aime ». Et donc, je n'arrivais pas à comprendre. C'était mes premiers débuts en France. Et voilà, au fur et à mesure, après, je me suis adapté aussi. Aujourd'hui, vous parlez très bien français, mieux français que moi, italien en tous les cas. Merci, Wadi. Alors, il y a des basiques dans votre livre. Par exemple, une recette de gratin en macaroni, comme vous le fait votre mère. Comment vous le faites, vous, le gratin en macaroni? Alors, les gratins macaroni, c'est toujours une recette de récupération. C'est une recette du lendemain aussi. On a fait les pâtes à la sauce tomate, des rigatoni à la sauce tomate, des rigatoni à la bolognaise. Et ça nous reste au frigo. Le lendemain matin, on le met dans une plaque. Et dedans, on ajoute la mozzarella, on ajoute du grana padano râpé, on ajoute encore un petit pot de sauce. Et on met ça au four et on fait gratiner. Et tout simplement, alors les pâtes sont déjà trop cuites, mais c'est pas grave, c'est ça. On va voir les croustillons en fait. Ouais, simple, bon, efficace. Voilà, quoi. C'est que j'aime vraiment. Ça se perd un peu le gratin de macaroni. Ça aussi, pourtant, c'est magnifique. Je pense qu'il y a des mamans en Italie qui le font encore aujourd'hui. Même nous, parfois au restaurant, si on nous arrive, on fait plutôt les lasagnes. Ça, c'est vrai. Les lasagnes, aujourd'hui, c'est très à la mode. Tout le monde aime. Mais les gratins, c'est la récupération du lendemain. Même avec les spaghettis, on peut le faire. On récupère les spaghettis du frigo du lendemain et c'est encore meilleur. Alors vous parliez du gratin de macaroni. Aux États-Unis, il y a le fameux mac and cheese qui est une mauvaise adaptation de gratin de macaroni parce que ça n'a rien à voir avec la bonne cuisine italienne. Est-ce que la cuisine italienne elle est maltraitée un petit peu aux États-Unis?
Bah écoute, moi je dirais pas ça. Chacun interprète un peu la cuisine italienne comme il veut. Je suis loin d'être un puriste. Et en même temps, je goûte tout parce que parfois ça me donne des idées. Donc même si je vais goûter les plats, les macaroni cheese, je pense que ça peut aboutir sur une idée ici pour moi. Donc je suis très ouvert maintenant. On est ouvert. À ça, ouais. La cuisine, c'est l'ouverture. Voilà. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu gagner le livre de Denis, vous allez pouvoir le jouer et gagner la semaine prochaine, Manu. Absolument. La semaine prochaine, on fera le tirage au sort. Donc vous aurez une autre chance de gagner. Mais là, c'est sur tirage au sort. On vous pose pas de questions compliquées. Vous allez sur mon Instagram, Mariani, Mariani.Manuel, Manuel. Et puis vous regardez, il y a un joli post avec... D'ailleurs, vous avez déjà commencé à jouer. Je viens de m'en apercevoir. Donc, vous suivez les instructions et vous pourrez gagner le livre de Denis Imbrosi, La Pasta et la Vita, tirage au sort, semaine prochaine. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Julien, merci Denis, Manu, à samedi prochain. Merci. Très bon week-end sur Beurre FM.